J'ai fait part. Là, les pinchos sont tombés. Hein. Direct. Les pinchos sont tombés. Bon, nickel. Et du coup, on va peut-être se présenter rapido en attendant que tout le monde arrive, mais c'est marrant. Vous avez une boîte qui est quand même située au Pays Basque et qui a une application hyper internationale. On va parler de tout ça et de comment vous avez monté la boîte et surtout de la stratégie growth que vous avez menée un peu en duo, c'est ça? Yes, c'est ça. Yes. Ok. Donc vas-y, on fait un petit tour de table. Bon, déjà, merci pour ceux qui sont là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Normalement, on se retrouve, on est une vingtaine, une trentaine pendant 1 heure. Donc c'est toujours sympa. Le but de ces webinaires, juste, c'est d'acculturer un peu au monde startup, aux entreprises qui sont locales et non locales, puisque nous, on a quand même une portée un peu plus nationale, comme on fait tout en ligne aujourd'hui. Et par exemple, Iban et Johan, eux, ils ont une portée internationale, puisque ils sont dans plusieurs pays et notamment quand même avec une belle implantation en Afrique, pardon. Et du coup, nous, on est l'école des métiers startups du Pays Basque, mais finalement, on aide des gens en Espagne et dans l'Hexagone aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la formation professionnelle sur des verticales diverses et variées, parce que on vient de refaire notre site, donc j'en profite pour le montrer quand même, parce qu'on est quand même un peu content. Donc le site, il y a toujours PA qui est en train de bosser dessus, je pense, mais voilà. Alors, on a refait un site un peu propre là, avec un programme de 6 mois pour les startups. Je vous laisse aller voir pour ceux qui veulent monter des boîtes, c'est quand même pas trop mal. C'est en itinérance en plus dans toute la France. On fait un bootcamp de 5 jours et après on enchaîne sur un suivi sur 6 mois. C'est un modèle un peu original mais qu'on kiffe pas mal. Et après, à côté de ça, on a mis, il y a toujours une petite ADN Pays Basque hein, quand même. C'est un petit piment d'Espelette dans une bouée, ça paye pas de mine. Et après on a plein de verticales comme ça, e-commerce, landing page, prospection B2B, les ads, machin, etc., etc. Il y en a plein d'autres qui arrivent. On y va doucement, mais c'est fun. Donc voilà, s'il y en a qui veulent se former, on est là. Donc voilà, l'école des métiers startups du Pays Basque. On va s'implanter bientôt et je parlais de Donostia, mais c'est aussi j'ai un appart à Donos parce que on veut vraiment s'implanter des deux côtés de la frontière au Pays Basque pour attaquer le côté espagnol de manière un peu plus offensive et le bel écosystème aussi qu'il y a en Euskadi qu'on n'a pas encore ici en Iparralde au nord, donc au Pays Basque Nord, mais qu'on espère faire fructifier avec des belles boîtes comme Fleety. Du coup, les gars, je vais vous laisser vous présenter en deux, qu'est-ce que c'est Fleety et tout, pour que les gens ils comprennent bien un peu le sujet. Et puis après, on déroule tranquillou. Ok, Johan, je te laisse commencer. Je te laisse te présenter. Yes, c'est nickel. Du coup, on avait même une présentation qu'on peut utiliser en support. Ouais. Et félicitations pour Basque Invest, les gars. C'est sympa. Vous l'avez survolé, hein, je vous le dis. Hein. C'est gentil. On l'avait bossé. C'était bien bossé, ouais. Ouais. Donc ouais, aujourd'hui on est là pour vous présenter un petit peu le travail qu'on a fait ces 4 derniers mois avec Iban. Voilà, Iban il va le réexpliquer, mais on était quand même un néophyte en growth. On a beaucoup appris et on commençait sur un marché africain qui est un peu différent. Donc voilà, on va en parler, on aura le temps d'en parler. Et moi du coup je suis Johan, je suis originaire du Pays Basque et j'ai bossé dans plusieurs startups sur la data, la dernière à Madrid. Et voilà, et en janvier j'ai rejoint Fleety et j'ai passé 4 mois chez Fleety et là je pars dans 2 semaines pour un voyage, pour un projet que j'avais prévu depuis très longtemps. C'est ça, tu vas faire un tour du monde, c'est ça? Ouais, presque. Un tour de Méditerranée, ouais. c'est déjà beaucoup. Ouais, ça va être cool, ça. C'est pas ton premier, en plus, toi, t'avais fait le GR10. Ouais, des Pyrénées, ouais. C'est ça, ouais. Yes. Ouais. Yes. Si j'avais le temps, il faut que je me donne le temps pour faire ces trucs-là aussi à moi. Ah, grave. Inch'Allah.
Ojalá. Ouais. C'est ouf. Ok. Et voilà. Et en fait, du coup, là, un petit peu les choses qu'on veut vous montrer. D'abord, on voulait un petit peu vous présenter la boîte. Après, on va vous présenter un petit peu pourquoi nous, on était parti sur de l'outbound au début. On va vous montrer les outils qu'on a utilisés et nos résultats. Et à la fin, on parlera un peu des apprentissages et des erreurs qu'on a commises. Ouais, et vous, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un marché qui était forcément, on va le voir, je pense, mais Ouais. qui était peu digitalisé en fait, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça, c'est marrant. Moi, je suis novice dans tout ça aussi. Je suis pas trop mauvais en golf, mais après, sur des marchés comme l'Afrique, j'y connais pas encore grand-chose et je suis super curieux de voir tout ce que vous avez appris dans ces derniers mois, quoi, tu vois. De ouf. Ok. J'enchaîne du coup. Merci Camille déjà de nous recevoir aujourd'hui. Moi je m'appelle Iban, je suis aussi originaire du Pays Basque, mais je suis parti à 18 ans ensuite pour mes études et là ça faisait à peu près 5 ans que je vivais en Afrique, au Sénégal notamment où je suis resté un moment. J'ai d'abord bossé pour Jumia, qui est en gros l'équivalent d'Amazon, l'entreprise de e-commerce sur l'Afrique, comme country manager. Et ensuite, j'ai monté une première société avec Gabriel, qui est aussi mon associé sur Mobility. Alors au Sénégal, ce qu'on a lancé au départ, c'était des garages mobiles. Il faut donc des véhicules tout équipés qui se déplaçaient, qui faisaient des entretiens de flotte d'entreprises au Sénégal. On a fait ça pendant un moment et très vite, nos clients nous ont demandé, quand on faisait ça, si on n'avait pas un logiciel de gestion plus globale d'une flotte de véhicules. On a dit oui, mais on n'en avait pas, donc on a distribué un logiciel pendant 2 ans et on a compris ce qu'était du coup la gestion d'une flotte de véhicules légers, camions et engins BTP. Et on s'est aussi rendu compte des limites que pouvait avoir le logiciel qu'on distribuait. Donc ça a commencé à nous trotter un peu dans la tête. On a cherché ce qui se faisait d'autre sur le marché et on s'est rendu compte qu'en fait la grande majorité des outils qui existaient sur le marché étaient soit créés en Europe, soit aux États-Unis, et pour des problématiques du coup de marché relativement matures. Ouais. Et du coup qui correspondaient pas forcément à ce qu'avaient besoin nos clients sur le territoire, en l'occurrence sénégalais, parce qu'on était au Sénégal à ce moment-là. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, la grosse problématique sur la gestion de flotte de véhicules, c'est le carburant, notamment qui est un gros pain point. Il y a quasiment 1 litre sur 3 de carburant qui est acheté par les entreprises, qui n'atterrit pas dans le réservoir du véhicule. Donc, c'est un énorme souci. Et du coup, le focus qu'on a eu chez Fleety dès le départ, c'est de régler cette problématique du carburant et plus globalement d'optimiser la gestion des parcs de véhicules. Donc, pour ça, on a créé un outil. Alors, notre outil, il allie des capteurs. Donc, ça va être tout type de capteurs connectés qu'on peut utiliser sur le véhicule qui vont nous remonter de la data. Et nous, on exploite via un logiciel, un SaaS, cette data pour les accompagner sur 3 points. Comment réduire les coûts liés à la détention d'un véhicule, comment réduire l'impact environnemental de la flotte de véhicules et enfin, comment renforcer la sécurité autour d'un véhicule. La sécurité, on entend sécurité dans son utilisation ou sécurité sur notamment la prévention contre le vol de carburant, vol de véhicule. Donc, c'est vraiment les 3 aspects sur lesquels on se concentre aujourd'hui. Donc, nous, dans notre modèle aujourd'hui, les capteurs, on ne les fabrique pas. Donc, on est vraiment juste un outil logiciel qui fait de l'analyse de data. On a fait un choix dès le départ, c'est effectivement de se centrer au Pays Basque. L'idée, c'était quand même de recruter une équipe d'ingénieurs. Alors aujourd'hui, c'est assez intéressant. Notre équipe d'ingénieurs, elle est entre l'Estia, ici la Technopole, et aussi une partie en Afrique ou au Sénégal. Et pour vous donner juste quelques chiffres, commercialement, on s'est lancé en octobre 2020. Aujourd'hui, on est sur 4 pays. Alors, 2 pays en propre où on a vraiment nos équipes, c'est le Sénégal et l'île Maurice. L'île Maurice où est mon associé. Et ensuite, on est sur 2 pays en distribution, c'est-à-dire qu'on vend notre technologie à un acteur local qui est assez important. Et c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Voilà, aujourd'hui, on a une 50aine d'entreprises clients et on a à peu près 2000 véhicules connectés sur notre plateforme. Ah, c'est une croissance vraiment importante, quoi, en aussi peu de temps. Ouais, alors ça a été assez vite parce que on venait de ce milieu-là.
finalement, on a bossé 2 ans à distribuer un outil qui était un peu similaire. Donc, pendant ces 2 années-là aussi, on a parlé à nos clients, on a parlé à beaucoup de personnes. Et du coup, quand on est venu voir ces gens-là, parce que je vous dis, on s'est lancé commercialement en octobre et il y a 1 an et demi de travail quasiment derrière à bosser sur le logiciel. Donc, au moment où on était prêt, on est revenu voir ces gens-là et on leur a dit, voilà, maintenant, on a un logiciel qui a priori devrait mieux répondre à vos attentes. Donc, on a réussi à basculer certains clients et surtout des prospects qu'on avait déjà identifiés, on les a assez vite convertis, ou plus vite que si on s'était vraiment lancé de zéro. En fait, t'as fait un pivot en 3 temps. T'as fait un pivot. D'abord, t'as fait juste de la maintenance avec des véhicules qui allaient dans les entreprises. Ensuite, t'as fait la partie du coup. Je trouve un software et un IoT que je vais greffer dessus. Tu l'as mis en place et après, finalement, la 3e partie, c'est la partie où je crée mon propre software et je le remplace parce que pas celui que je distribuais. Ouais. Donc, alors. Si tu veux, la première boîte maintenance, vraiment centrée maintenance, aujourd'hui, on nous a racheté une partie en 2020. En mai 2020, on nous a racheté une partie de la boîte. Il y a une nouvelle équipe opérationnelle qui s'est mise en place. Donc, vraiment, il y a eu une séparation de la partie tech de la partie maintenance. Donc, voilà. Mais effectivement, enfin, on a par contre distribué un outil, on en a vu les limites et du coup, on a décidé de faire notre outil. Ça, c'est la démarche. Elle est celle-là et c'est ce qui nous a amené à construire notre outil. C'est clair. Ce qui est génial, c'est que tu as gardé la partie scalable. Ouais, aussi. Voilà pour, du coup, je pense pour Fleety. On va un petit peu commencer donc et vous expliquer pourquoi on a choisi de faire de la lead generation et pourquoi on s'est lancé. Alors, je vais rapidement vous parler un peu forcément de l'Afrique et de vous expliquer quelques points. Alors, en Afrique, on est sur des marchés aujourd'hui qui sont relativement digitalisés, au sens où beaucoup de gens, la grande majorité de la population a accès à un smartphone, est connectée et aujourd'hui peut faire ses courses sur du e-commerce, etc. En fait, souvent en Afrique, il y a des étapes qui ont été sautées. Par exemple, vous verrez très peu de centres commerciaux en Afrique. Les gens sont beaucoup plus vite passés au e-commerce par rapport au retail qu'on peut avoir en France. Donc, les gens sont connectés. En revanche, dans les habitudes de sales et les habitudes commerciales, et notamment dans le B2B, parce que nous, on ne vend qu'à des entreprises, là, c'est complètement différent. Il y a encore vraiment la culture de la personne qui se déplace, qui pose la plaquette sur le bureau et on vous dit, on vous rappellera et vous laissez votre carte et on voit ce que ça donne derrière. Donc, c'est toujours le cas, mais on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un peu bouger les lignes là-dessus et surtout qu'on utilise des nouvelles techniques et technologies pour pouvoir justement nous différencier des concurrents et apporter une nouveauté sur ces marchés-là. Donc, sur l'acquisition digitale, on a fait le choix d'y aller et donc, Johan est venu pour nous accompagner là-dessus, mais il faut se dire que vraiment en marketing, on partait de zéro. Nous, on avait strictement rien en place. La seule chose qu'on avait, je pense, c'est une page Facebook donc qui ne servait strictement à rien sur notre domaine et un LinkedIn qui bouge un petit peu. Et ensuite, sinon, c'était un country manager et un sales avec lui, quoi. Quand on s'est lancé, c'était ça. Du coup, l'idée derrière ça, c'était vraiment de rendre nos équipes sales plus efficaces pour qu'elles se concentrent sur ce qu'elles savent finalement mieux faire, c'est-à-dire aller voir du client et closer du deal. Et que nous, on soit capable de leur pousser plus de leads et qu'elles perdent moins de temps à aller chercher ces leads-là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous, nos sales passaient énormément de temps sur du LinkedIn ou à aller chercher je ne sais combien de bases de données pour essayer de trouver des clients. Donc ça, c'était un point. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des ressources relativement limitées. Donc, je fais un petit aparté, mais pour les gens qui sont là, aujourd'hui, on va vous parler de growth, mais de growth à low cost. Et de façon pas forcément ultra technique, clairement, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui en growth veulent démarrer. Et parce que nous, on partait vraiment de zéro, on savait pas trop ce qu'il fallait faire et on n'avait clairement pas. Même, j'ai envie de te dire, ça s'applique aussi finalement le growth low cost à la startup parce que le mec il démarre. Et il veut pas dépenser de thunes en avant, quoi. C'est sûr, un sou est un sou quand on démarre, c'est clair. Mais voilà, c'est vrai que même en compétences techniques, on s'est un petit peu auto-formé et Johan s'est auto-formé là-dessus et on verra que ça a des avantages et des inconvénients. Du coup, donc on a commencé globalement avec des ressources limitées. Il faut se dire que c'était un budget aux alentours d'une 100aine d'euros par mois pour utiliser les outils. Johan vous les décrira après. Et après, avec une complexité qui était de dire que dès le départ, on avait 4 pays à gérer. 4 pays et culture. Culture parce que
il faut bien comprendre que parfois on a tendance à voir l'Afrique comme un tout, mais c'est pas du tout ça. En Afrique, quand on parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou de Maurice, on est sur des habitudes de consommation, des habitudes culturelles, de commerciales, etc., qui sont complètement différentes. On est sur des langues. Si on prend le Ghana, c'est anglophone. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est francophone, par exemple. Donc, il fallait gérer tous ces aspects-là. Donc, ça rajoute un peu de complexité. Et en même temps, on devait justement essayer de trouver quelque chose, un outil qui harmonise tout ça et qui est assez simple pour qu'on quand même on puisse le déployer sur ces 4 pays d'un coup. Voilà un petit peu le pourquoi on s'est lancé dans ça. Je vais laisser Yoann vous expliquer du coup ce qu'on a concrètement mis en place là-dessus. Ouais, top, ça marche. Du coup, ouais, les outils qu'on a choisis, on a d'abord commencé par faire un petit peu un benchmark. On s'est mis dans les Slack de Growth Hacker ou les groupes Facebook, LinkedIn où ils parlaient des outils. On a essayé de regarder un petit peu d'abord les outils qu'il y avait en France, aux États-Unis et finalement on est resté sur la plupart des outils qu'on a choisis sont en français parce qu'on est quand même en France il y a quand même de belles startups, de belles boîtes sur ce sujet-là. Ouais, dans le monde du growth en France, on est vraiment dans les tout premiers et les outils que tu as mis là, par exemple Lemlist, la majorité de ses clients, ils sont aux États-Unis, tu vois, c'est une boîte énorme. Phantom Buster, il cartonne pareil dans la Silicon, Drop Contact pareil. J'utilise les mêmes outils, donc tu vois, c'est que des bons trucs là. Ouais, ils sont vraiment même. On voulait que ce soit des outils assez faciles d'utiliser. Lemlist, par exemple, faire l'UX dedans, c'est un bonheur quoi. Ouais, clairement. Du coup, on a choisi finalement ces outils-là. Phantom Buster pour tout ce qui est du coup extraction, on aurait pu le faire directement depuis des recherches Google, mais on voulait pouvoir après enrichir la donnée avec parce qu'il propose de pouvoir trouver des mails et puis pour l'instant ça nous suffit sans avoir à payer de base de données, ça nous suffit un petit peu ce que Phantom Buster propose. Donc que ce soit pour faire des extracts de recherche LinkedIn, que ce soit pour pouvoir envoyer des messages à une liste, un Excel que tu montes toi, que ce soit pour rajouter des gens à ton réseau, au réseau des différents commerciaux qu'on avait aussi, que ce soit on l'a utilisé pour quoi d'autre. On a utilisé aussi la partie automatisation où on mettait plusieurs automatisations à la suite. En vrai c'est un bon outil qui a bien fait le taf jusqu'à maintenant et en fait il fallait qu'on choisisse des outils qui soient assez faciles d'utilisation parce que moi après je partais, il fallait que la personne qui me remplace elle soit facilement, qu'en 1-2 semaines elle soit onboardée et qu'elle puisse prendre le lead sur les outils. Et donc, j'allais même te dire, à l'idéal, tu vois, moi, par exemple, j'y pense de plus en plus chez Conquistador, mais c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on forme l'équipe à tout ça pour que tout le monde devienne indépendant sur sa prospection. Dans l'idéal, vos commerciaux aussi, peut-être qu'ils pourront se servir de tout ça. Ouais, ça c'est une bonne, c'est un très bon input. Justement, on va peut-être en parler un peu plus tard du fait on n'a pas, peut-être au début, on n'a pas assez expliqué ce que c'était la lead gen et des fois on avait des demandes un peu plus farfelues et en fait ça c'est cool que chacun puisse être engagé là-dessus. Ouais, de ouf. Et ouais, du coup après donc on a utilisé Drop Contact quand on avait quelques bases de données qu'on voulait enrichir ou cleaner parce que c'était hyper facile et super bon marché. On a utilisé Zapier là du coup c'était pour les automatisations des réponses de mails pour pouvoir les mettre directement sur un Excel et après pouvoir les traiter. Et là Piwa on est encore en test mais c'est pour pouvoir répondre plus rapidement aux messages LinkedIn. Du coup, en fait, vu qu'on a envoyé beaucoup d'invitations et beaucoup de messages par LinkedIn, par le chat de LinkedIn, c'est un peu le DAO là pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'organiser. Tu vois, ce qui est génial, c'est que tu peux taguer tes prospects et les mettre dans certaines catégories pour pas les perdre. Ça, c'est vraiment un truc qui est incroyable et ça fait partie de la nébuleuse Wapi avec Prospecting aussi, etc. Et Podawa. C'est un super produit. Et juste, je mets une aparté juste sur Zapier, les gars, vous devriez tester Integromat.
C'est Zapier en beaucoup plus visuel et moins cher en plus, en vrai. Et on l'a testé, ouais. On l'a aussi testé pour l'instant parce que on a essayé de le tester pour la même chose que Zapier. Et effectivement, c'est vachement plus visuel, ouais. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est trop lourd. J'ai PA là qui est en face de moi, qui est aussi qui est fan. Ouais. Et là, pareil, c'est impressionnant quand tu regardes le nombre d'intégrations que tu peux commencer à faire. Recevoir la météo dans tes mails tous les matins. Enfin, je voyais, il y avait des trucs, c'était marrant, quoi. Ouais, c'est très lourd. Ouais, et ouais, du coup, là, c'est un peu les outils qu'on a choisis. Et donc voilà, en termes de budget, je crois on a choisi, on est parti sur le plan à $70 de Phantom Buster plus 50 € de Lemlist, et Drop Contact on l'utilise que ponctuellement, et les autres outils on les utilise gratuitement. Donc quand même on avait 120 € par mois, donc c'est quand même pas mal pour pouvoir. Enfin on avait quand même de quoi faire, quoi. Ouais, c'est pas énorme en growth encore, mais ça, c'est un bon départ. Ouais. C'est une bonne stack de départ. Tu vois, nous, je crois qu'on dépense 800 € de stack, je crois. Par mois. Ah ouais. Et encore plus parce qu'il faut multiplier par le nombre de personnes. Ouais. C'est violent. Après. Ouais, c'est du budget. Ouais, ça commence à être lourd. Mais 120 là, franchement, c'est la stack parfaite avec un Sales Navigator peut-être à rajouter. Ouais, sur LinkedIn. Et c'est la stack parfaite pour débuter en B2B, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, justement parce qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas assez ciblé dans un premier temps on va en parler plutôt après, mais ouais, le Sales Navigator, ça peut être une bonne idée pour ça. Carrément. Ouais, et du coup, en fait, la stack, c'est cool, mais après, il faut aussi pouvoir mettre en place des process pour faire vivre un petit peu les leads qu'on va générer. Et là, du coup, on a mis avec Iban, on avait un point tous les mardis matins où on faisait une review des leads générés, on faisait une review un petit peu des orientations qu'on prenait. Et en fait, c'était le point où on posait les choses sur la table et on avançait. Ça, on a fonctionné comme ça pendant 1 mois et demi, et après, on s'est rendu compte qu'il fallait engager beaucoup plus les commerciaux, et du coup on a fait des réunions avec l'île Maurice, des réunions avec le Sénégal, des réunions avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, et là ça commence à prendre un peu mieux. Ouais, c'est une routine à prendre, ouais. Ouais, voilà, ouais. De ouf. Ouais. Et nous, on fait ça pareil chez nous tous les lundis matins, 10h midi, et tu prends en revue toutes les idéations de levier de croissance, et après tu mets en work. Yes. Et voilà, ouais. Et en fait, peut-être que même dans ces process, nous, on s'était pas rendu compte de l'importance de quand on le lance comme ça dans une boîte, c'est peut-être bien préalablement d'en parler avec la boîte, de présenter ce que ça va amener, ce que ça peut changer dans les pratiques, parce que du coup, il y a eu un certain temps d'adaptation. Là, on est en train de voir que c'est en train de changer, mais voilà, ça prend du temps quand même à intégrer ces process, cette culture, comme tu dis. Carrément. Ouais, ça, nous, on n'y est même pas encore. Alors, c'est vraiment l'itération, et jusqu'à ce que tout le monde devienne indépendant sur son propre, sur sa propre verticale. Et après, non, je voulais juste partager des ressources qui, pour nous, ont été assez utiles. C'était donc sur le Slack de Growth Hacking, il y avait un benchmark avec quasiment, chacun peut recenser, tous les gens du Slack, ils recensent des outils. Donc c'est assez top, ils leur donnent une note, tout ça. Donc si jamais vous aussi vous êtes comme dans le même au même stade que nous, vous voulez mettre en place vos stratégies, là vous avez quand même le panel de tous les outils qui sont notés, qui sont expliqués plus ou moins. Donc c'est top. Il y en a un deuxième Slack qui est top en ce moment, c'est NoCode aussi. Ok. NoCode France. Ouais. Ça permet justement, c'est que des outils, parce que dans le Slack de Growth Hacker France, il va y avoir des outils qui vont nécessiter un peu de technique des fois. Ouais. Mais dans le Slack de NoCode France, t'as 0 technique. C'est que des outils NoCode où il y a rien à programmer, et c'est vraiment complémentaire au Slack Growth. Ah, lourd. Ouais. Bon, ça va savoir, j'irai checker ça. Yep.
Et après, la partie, enfin, je pense que il y en a qui, la majorité savent, peut-être d'autres ne savent pas, mais quand on peut utiliser des opérateurs booléens sur, que ce soit sur Google ou sur LinkedIn. Et ça aussi, ça, quand on n'a pas Sales Navigator, ça fait la diff quand même de pouvoir, dans le titre, mettre, je cherche un responsable logistique ou responsable opération ou mettre des fois, ça permet d'avoir des recherches un peu plus shape. Ensuite, ouais, nous on a dû travailler. On s'est rendu compte aussi que pour qu'il y ait un engagement de la part des commerciaux, il fallait de la visualisation. Donc en fait, avec notre CRM, nous on utilise Zoho. On a une partie Kanban avec des visualisations un peu à la Trello avec les étapes de est-ce que je l'ai contacté, est-ce que je lui ai fait un rendez-vous, et ça en fait ça permet d'engager beaucoup plus les commerciaux. Carrément. Nous on utilise HubSpot. Ouais. Zoho, j'ai jamais testé en vrai, mais donc je peux pas trop juger, mais s'il y a les bonnes intégrations, c'est cool. Zoho, nous on l'a pris parce qu'en fait ça faisait la facturation aussi et les devis pour le même prix, mais c'était pas la bonne idée. Enfin, c'était pas la bonne idée au sens où avec HubSpot aujourd'hui on se rend compte que par rapport à ce qu'on souhaite faire, il y a plus de potentialité avec HubSpot. Moi je te conseille mieux que HubSpot, je te conseille Pipedrive aujourd'hui en vrai. Mais je trouve que Pipedrive est même au-dessus. Même s'il est moins polyvalent que HubSpot, il est beaucoup plus clair. Et si vous avez des commerciaux performants, il vaut mieux prendre un bon Pipedrive. Avec voilà. Top. Et t'as l'intégration juste, excuse-moi, je vais terminer juste avec Pipedrive. T'as aussi l'intégration avec Lemlist. Donc intéressant. Ouais, ça c'est clair. Okay. Tu pourrais gagner énormément de temps pour pouvoir intégrer ton CRM à Lemlist directement. Yes. Et ouais, et ensuite, non, juste pour terminer, 2-3 bonnes pratiques qu'on a vues. C'est chaque semaine, enfin le fait de mesurer tout ce que tu fais, ça c'était cool aussi dans notre stratégie justement pour pouvoir voir ce qui marche moins. Et ensuite, ça on l'a pas encore fait, on est en train de regarder pour le faire, mais pour les emailing, surtout quand on est en outbound, d'utiliser un autre nom de domaine. Nous, notre nom de domaine c'est flitty.co et voilà, essayer de voir avec flitty.com ou un autre. Ouais, ça aussi pareil. Ce qui est bien, c'est que Lemlist, il te permet des setups comme ça assez simples aussi. Ouais. Aujourd'hui. Avec Lemlist, ouais, c'est clair. On a utilisé le programme de warm-up là de Lemlist pour chauffer ton adresse mail, parce que moi du coup mon adresse mail était nouvelle et automatiquement tous les jours il envoie 200 mails à d'autres Lemlisters et en fait si t'es arrivé en spam il te décoche, donc ça fait augmenter la délivrabilité de ton mail. En plus il te propose de jouer sur le serveur de ta boîte mail, donc dans nos noms de domaine on a rajouté dans les serveurs DNS on a rajouté voilà leur serveur à eux pour pas qu'on comprenne qu'il y ait du tracking. Ouais, en vrai, c'était hyper intuitif et je pense que niveau de livrabilité, ils sont top, quoi. Ouais, c'est incroyable. Lemlist. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça, ce principe de warm, d'email, de réchauffement d'email, c'est un mec de la communauté Facebook qui l'a proposé à la base. C'est un truc de ouf. Il y a 2 ans et demi, il y a un gars, il est arrivé sur le Slack et il a fait, sur le groupe Facebook et il a dit à Guillaume, mec, si on connectait toutes nos adresses mail entre nous, en fait, ça se trouve, on va hacker le niveau de délivrabilité de nos mails parce que la note internationale de notre adresse de messagerie, elle va augmenter, tu vois, si on décoche tous les spams, etc. Et ça, c'était une idée d'un des utilisateurs, mon gars. Et aujourd'hui, c'est une techno qu'ils ont développée et qui fait toute la diff. Yes. Ouais, ils ont une communauté vachement, ils sont proches de leur communauté, c'est cool ça. Insane, sur le groupe Facebook, il est incroyable. Et après, la communauté, elle est principalement aux États-Unis, alors qu'ils sont français, mais parce qu'aux États-Unis, il y a une culture du sales qui est tellement développée que nous, on est des rigolos à côté. Quand tu vois la gueule des boîtes françaises, PME ou quoi, quand il faut qu'ils fassent du B2B, on est très très loin, tu vois. Mais c'est cool. Mais c'est avec ces outils-là qu'on va progresser. Ouais, c'est clair.
Juste pour vous expliquer. Donc, on a scrappé beaucoup de contacts. On a scrappé, ouais, je pense qu'on en a 10 000 aujourd'hui en base sur les pays, sur les postes qui nous intéressent, en logistique et opération plutôt, hors de marché, enfin, qui nous intéressent. Et là, pour l'instant, c'est pas des chiffres très grands non plus. On a envoyé 900, enfin, on a contacté 900 personnes. Mais par contre, ce qui est assez important, ce qui est assez ouf, c'est le nombre de réponses. Donc, on considère, nous, on appelle lead, c'est notre nomenclature, on l'a appelé comme ça pour se simplifier. Mais pour nous, on a utilisé le mot anglais pour dire qu'un lead, c'est quelqu'un qu'on contacte par mail, un marketing qualified lead, et alors qu'un prospect, c'est un sales qualified lead. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a déjà eu une interaction, donc au téléphone ou quoi. Et en fait, en Afrique, là, sur nos campagnes d'emailing, on est à 30% de taux de réponse en général. Après les 4 mails. Et ça, c'est impressionnant parce que, enfin, c'est quand même des gros, je pense que comparé, quand on regardait les standards, c'est quand même, c'est élevé, quoi. Ouais, c'est très, très élevé. Franchement, c'est lourd. Mais ça prouve que vous remplissez enfin, vous venez vraiment sur un problème existant qui est lourd pour les boîtes, quoi. Ouais. Ouais, et la manière de le bon copywriting. Ouais, ça c'est vrai qu'on a commencé à faire grâce à l'Emlist, tu peux faire de l'A/B test. Du coup, on est en train d'itérer là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce que c'est le meilleur. Je pense qu'on n'est pas encore totalement bon sur le copywriting, mais déjà la manière de les aborder, et comme il disait Iban, c'est assez novateur. D'aborder comme ça. Il faut aussi dire que sur ces aspects-là, on a quand même envoyé un peu à tout va, sans forcément bien cibler. Bon, on va y revenir après. Mais ce qui fait que dans ce taux de réponse aujourd'hui, quand même, on a beaucoup aussi de prospects qui sont un peu à côté de la plaque quand même. C'est une réponse, mais ça va être quand même compliqué de les mettre ensuite dans le funnel, quoi. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais après, ce taux de réponse, il reste assez important. Là où, ça tombe bien, j'ai une formation prospection B2B. Je vous améliore la segmentation, les gars. Et du coup, pour compléter, j'enchaîne, Johan, mais par contre, là où on passe du 173 au 23. Là, c'est une erreur qu'on a faite typiquement, et c'est que donc ce qu'on considère le RDV1, c'est un rendez-vous physique, ok, de nos commerciaux. Donc globalement, on reçoit les prospects, nous ensuite on devait les mettre dans le CRM. Donc on a eu l'interaction LinkedIn, on les met dans le CRM. Et sur cet aspect-là, en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas pris en tout cas assez le temps de former les équipes commerciales sur les différents pays sur qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit le lead sur le CRM. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé avec des leads qui avaient eu le dernier message de Flitty, et 2-3 semaines après, ils n'avaient toujours pas été contactés par téléphone. Et ça marche pas du tout. C'est beaucoup trop long. Donc ça explique un peu du coup le fait qu'il y a eu que le taux est moins bon sur la transformation en rendez-vous physique. Et du coup, c'est un des aspects sur lesquels en ce moment on travaille énormément pour faire en sorte que le process soit plus lean là-dessus et que les choses s'enchaînent bien. C'est franchement pas évident à mettre en place. D'autant plus quand on a 4 équipes commerciales sur 4 pays, mais c'est primordial si finalement la lead generation doit servir, pour qu'elle serve à quelque chose derrière. Et après, par contre, vas-y. C'est marrant, Ivan, parce que j'ai fait la même erreur en fait que vous, complet. Hein. Nous, à la base, si tu veux, on a vraiment push. De la prospection, etc. Mais il y a pas, même encore aujourd'hui, il nous reste du taf, mais il y avait pas le workflow suffisamment clair et précis en termes de qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a un lead généré. Donc, tu vois, on a fait une réunion aujourd'hui pour ça. Et il y a un autre point que moi, à l'interne, là, ça me tient à cœur à reprendre aussi, c'est le feedback. Parce que quand tu laisses tes commerciaux comme ça prospecter à droite, à gauche, etc., en fait, tu vas pas avoir forcément un feedback qui va être centralisé derrière où tu vas pouvoir améliorer ton produit. Et eux, ils sont là pour ça quand même, parce que c'est les seuls à être au contact client concret, tu vois. Et ça, moi, j'ai construit là dans Notion. Je sais pas si vous utilisez Notion, les gars, mais je vous recommande à mort. Notion, c'est incroyable.
Genre Notion, j'ai construit un truc là dans ma partie growth où je vais former l'équipe la semaine prochaine, où on va centraliser tous les feedbacks clients qu'on a pour justement après penser les différents leviers de croissance sur le produit pur. Sur qu'est-ce qui t'a pas plu en termes de proposition de valeur, ok, ça on dégage, ça on garde, etc., etc. Et si tu formes pas tes équipes à cette centralisation de data et au process, ben tu peux pas scale quoi. Ouais, on a un de nos BA aujourd'hui qui est un fervent défenseur de Notion et qui nous en parle beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est hyper important et il nous dit à chaque fois, c'est que bon, dès qu'on arrive au rendez-vous client, qu'on comprenne à chaque fois pourquoi on passe à la prochaine étape, que ce soit démo ou offre, ou pourquoi on n'y passe pas. Et que cette information-là, du pourquoi on est passé ou pourquoi on n'est pas passé, elle soit bien remontée, centralisée, pour qu'au fur et à mesure, on affine le développement. Alors, je te prends la main en 2 secondes, je te montre ce que je fais, juste peut-être que c'est utile aussi pour vous, les gars. Alors, le truc, c'est que, par exemple, vous voyez mon écran, là? Ouais. C'est con, nous, à la base, tu sais, on a créé un e-learning, on a transformé Notion, en fait, en SaaS, et ça sert, en fait, aussi aux équipes. Tu vois, par exemple, en growth prospection B2B, le truc qui est intéressant, c'est que je vous conseille de mettre ça dans vos canaux sur Notion. C'est comme un Slack, en fait. Et tu peux avoir, donc, à chaque fois, si tu veux, un schéma représentatif du workflow. Tu vois, à cette manière-là, que tu fais avec un Miro.com. Je sais pas si vous utilisez. Non. Mais Miro, alors les gars, Miro.com, c'est ça. Tu vas voir, c'est pas mal. Miro.com, ça te permet de faire de la strat, des organigrammes, etc. Mais ça te permet d'organiser. Moi, par exemple, je fais toute ma strat, tu vois, à partir de Miro, et c'est un dashboard où tu fais ce que tu veux. Tu peux importer plein d'éléments, etc. C'est vraiment super, super utile. Et du coup, moi, je fais les différents cercles de valeurs qu'il y a dans l'entreprise, soit en flywheel ou sur d'autres types de modèles. Donc, j'utilise Miro pour faire des tableaux. Après, tu peux exporter les tableaux en PDF. Tu les mets dans un Notion. Il est où mon Notion? Je l'ai fermé? Non. Je l'ai fermé, merde. Tu le mets dans un Notion. Et dans Notion, tu retrouves après, voilà, c'est bon. Et tu retrouves après ton petit Miro qui résume, c'est en train de charger, mais qui résume le process que tu as fait dans Miro. Et derrière, tu fais des vidéos pour tes sales, tu vois, genre formation LinkedIn par exemple. Boum, tu fais les vidéos. Ça au départ, en fait, moi je me suis rendu compte, je l'ai fait pour les clients. Mais en fait, quand tu scales ton équipe aussi, quand tu commences à structurer ta croissance et tout, ton équipe elle s'en sert aussi pour apprendre à faire les mêmes trucs que toi. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça super utile. La combinaison Miro Notion, c'est incroyable. Après, en growth, par exemple, si ça peut vous intéresser, avant que je referme mon truc, c'est en growth, tu vois, j'ai fait un truc où tu as une idéation à un moment. Donc, j'explique les différentes étapes à tout le monde, à toute l'équipe, tu vois. Growth, c'est la méthode de growth d'expérimentation rapide. Et donc, tu as toutes les idées de tout le monde là qui sont listées avec les priorités, les go, sur quel levier on influe, les différents personas, les produits, les funnels, qui c'est quel parent des hacks, les différents KPI à étudier, etc. Et en fait, après, ce qui est incroyable sur Notion, c'est que tes bases de données, tu peux les transformer en différents formats. Et notamment là en Kanban. Donc c'est exactement le même truc qu'avant, mais trié, tu vois, dans un workflow. Et c'est vraiment incroyable. Donc tu te retrouves à chaque fois avec tu sais exactement ce que tu es en train de faire, tu vois. Là, par exemple, planifier les post bootcamp. Je sais que c'est de l'awareness, de l'acquisition. J'influe sur tous mes prospects. Je veux vendre des bootcamps. Qu'est-ce que je vais faire? C'est du contenu, du social media. C'est in progress. C'est moi qui m'en occupe, tu vois. Et à chaque fois, si t'as sur Notion vraiment ces workflows qui sont super bien foutus, en fait, après t'es tranquille. Et on a la même chose, notamment sur la partie produit.
avec le SaaS et le site web, où ça c'est Pierre-Alain qui s'en occupe du coup et qui fait tous les où on lui liste tous les bugs, les cartes ou quoi. Et il y a un workflow qui se construit comme ça. Et du coup, sur la partie growth, nous on centralise la partie sales dans la partie growth parce qu'on considère que c'est lié. Et vous pourriez par exemple faire exactement comme j'ai fait moi, mais en onboardant vos sales dessus pour qu'ils vous mettent en fait les différents pains qu'avaient les utilisateurs pendant les coups de fil pour avoir une idée de ce que vous allez pouvoir modifier après dans le produit ou dans l'acquisition. Yes, ok. Ok, c'était un peu long, mais voilà. Non, mais très intéressant. En plus, tu vois, Miro, il y a 2 personnes. Il y a Émilie qui est product chez nous, Audrey qui est sur qui est UX UI qui m'en avait parlé et qui venait de le mettre en place, mais moi j'avais pas mis le nez dedans, donc c'est intéressant de voir. Et ils avaient poussé ça, donc tu vois, ils avaient bien raison. Et vous regarderez les gars, cours Gorosh qui est là. C'est bon ça, très bien. Je sais pas si vous avez vu mon post aujourd'hui, mais bon, bref. je lance un SaaS pour apprendre le basque. Ah, très bien. Voilà. Je te relaisse la main, excuse-moi. Nickel. Vas-y. Du coup, Johan, ensuite, donc, on avait partagé la partie résultat, vous l'avez vu. Ensuite, on peut juste plutôt vous parler des erreurs, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a une chose qu'on n'a pas bien faite, mais je pense qui est propre à notre stade de développement aussi, c'est qu'on n'a pas bien défini nos personae. Et du coup, on n'a pas très bien segmenté les clients. Enfin, on a encore du mal de toute façon à segmenter les clients. Et du coup, on a envoyé des trucs un peu partout. Et ça donne quelque chose forcément de moins bien. Et du coup, il vaut mieux il vaut clairement mieux faire moins, mais mieux, quoi. Ça, on commence à le comprendre, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait. Alors, moi, vraiment, sur la prospection B2B, ce qui vous manque juste, parce qu'il y a un outil pour ça, le Sales Navigator, il va vous changer la vie, les gars, mais d'une violence incroyable, hein, sur le ciblage. Et de toute façon, si t'as pas une corrélation entre ton ciblage et ton message, ben c'est clair que ton taux il drop, quoi. Le taux de conversion il drop de ouf. Par contre, il y a un autre point qui est un peu que j'ai vu que vous le faisiez pas trop et je pense que c'est intéressant de le mettre vraiment en place, c'est d'insister sur vos valeurs, sur de la com pure. Parce que IBAN, vous êtes une boîte, tu vois, je veux dire basco-africaine, j'allais dire, mais vraiment. Tu vois, et il y a plein de missions très claires, la sécurité, l'environnement, tu vois, c'est des trucs avec des valeurs fortes. Et en fait, les gens que tu vas pas closer sur ta prospection, notamment sur LinkedIn, qui est un réseau social pro, en fait, les gens, tu les attires dans ton réseau, ils vont continuer à voir passer tes posts, etc. Et finalement, derrière, si t'as pas réussi à les choper sur le closing pur prospection, ils vont voir tes posts, ils vont comprendre ta valeur et ils vont te closer dans le temps. Nous, c'est ce qu'on fait très bien avec Conquistador, c'est qu'on dépense zéro en marketing parce que 100% de l'acquisition, elle vient de la communication. On dépense l'outil prospecting, par exemple, et les outils que vous avez cités. Mais bon, je vous conseille de communiquer beaucoup plus sur les valeurs de la boîte parce que vous avez des valeurs de ouf. En parallèle de cette segmentation et de cette acquisition bien faite, quoi. Ouais. C'est clair. C'est juste que c'est un travail plus long terme et enfin clairement tu fais un post tous les matins, une demi-heure, mon gars. Ouais, mais on y bosse, hein, on travaille là-dessus. Johan, maintenant on automatise aussi des posts et tout. Mais c'est vrai que ça prend du temps et surtout qu'en fait aujourd'hui en marketing, là il y avait Johan part. Donc, il y a Célien, un stagiaire qui arrive à partir de la semaine prochaine. Mais c'est compliqué parce que nous, on a clairement pas le budget pour prendre quelqu'un en full time dessus. Donc, c'est un peu compliqué, mais on sait, c'est une bonne remarque. Johan, je te laisse compléter peut-être sur le modèle en soi, la partie un peu plus tech. Ouais. Non, c'était juste ces 2 points-là. C'était plutôt sur. On en a déjà parlé, mais le fait que on n'était pas assez dans du test and learn, dans de l'itération.
Et voilà, en fait, c'est toujours les mantras qu'on connaît, mais do things that don't scale. Donc, essayer d'abord des trucs à la main sur un petit groupe de personnes avant de scaler. Et ça, c'est un peu des erreurs. On a direct commencé avec la base de données de 1000 personnes qu'on ciblait petit à petit. Et en fait, non, vaut mieux faire un petit truc avec un batch de 40 personnes et chaque semaine, chaque jour, chaque semaine, on change, quoi. Et ça te permet de bien AB tester, en fait, parce que, que tu vois, t'AB test de manière hebdomadaire et comme ça, directement, avec des petits volumes, tu te grilles pas et en plus, tu as des messages qui sont optimisés à chaque fois. Ouais, grave. Yes. Du coup, nous, nos retours, bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais clairement, il faut un peu plus data-driven au sens où, on l'a été dès le départ, mais c'est compliqué de le maintenir et surtout d'avoir ces métriques à vraiment chaque étape, tous les niveaux. Ça, franchement, c'est pas évident, mais c'est un truc sur lequel il faut se forcer à suivre cet aspect-là. Et je pense que le fait de commencer plus petit, ça te permet aussi de maîtriser un peu plus cet aspect-là. Nous, clairement, il y a de la formation et une culture entreprise où en fait, il faut qu'on forme l'ensemble, notamment de la partie sales, des différentes équipes sales, à l'utilisation de ces outils. Et le troisième point qu'on voit, et ça rejoint ce que tu disais, mais c'est aussi maintenant qu'on fasse de l'inbound et qu'on commence à travailler sur cet aspect-là qu'on a quasiment pas fait aujourd'hui. On a un petit blog sur lequel on commence à mettre quelques articles, etc. Mais du coup, il y a un vrai travail à faire là-dessus, quoi. Et juste, je vous drop un outil dans le chat. C'est Databot. Si vous voulez centraliser la data pour l'avoir de visu, c'est super bien pour avoir, tu vois, un dashboard propre. Ok, top. Ça c'est bon. Et il y a un truc, en fait, là, tu vois, une culture d'entreprise à consolider, c'est exactement ce que je disais, je pense, juste avant, c'est le truc de communiquer en externe comme en interne sur les valeurs, quoi. C'est juste ça, c'est ça? Ouais, carrément. Et moi, j'étais hyper curieux parce que je me suis toujours posé la question, tu vois, ces stratégies qu'on maîtrise, nous, dans le monde startup, là, un peu français, tout ça, ou dans d'autres milieux startup, comme ça fonctionne bien, le digital. Est-ce que, finalement, vous avez pu trouver le nombre d'utilisateurs suffisant via LinkedIn, par exemple? Est-ce que vous avez pu enrichir des bases de données de manière optimale avec du drop contact pour des contacts qui étaient africains, parce que c'est pas du tout le même marché et ça m'intrigue. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'avais cette question. Du coup, on a testé, on a vu aussi avec les gens de Drop Contact et finalement en fait ils disent qu'ils n'ont pas de base de données propre, mais c'est les gens qui ont déjà utilisé leur outil ou des choses comme ça et en fait on arrive bon, c'est pas aussi enrichi qu'en France, mais quand même, c'est suffisant pour qu'on puisse l'utiliser. On arrive à du 20%, je pense, sur une base de données de 100 personnes, on trouve 20% de mails. Ouais, mais c'est jouable, quoi. Ça se joue en scrapant avec un Phantom Buster, c'est jouable de ouf. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et les gens, ils étaient aussi actifs que sur un public européen ou Ouais, moi j'ai trouvé ça. Enfin, je trouve que ils sont beaucoup plus curieux. Même la conversation elle est beaucoup plus facile à avoir. On l'a vu dans les chats. On lance une demande d'ajout au réseau et après de suite bonjour Iban, parce que là on utilisait le profil d'Iban au tout début. Comment vous allez? J'ai vu votre profil, ça semble intéressant. Il y avait des interactions qui se créaient de suite et ça c'était, je pense pas que ce soit la même chose en Europe. Non, mais moi je vois la même chose avec, par exemple, j'enseigne aux étudiants entrepreneurs. Tu vois, étudiants entrepreneurs Nouvelle-Aquitaine. Dans les étudiants entrepreneurs Nouvelle-Aquitaine, t'en as la moitié ils sont africains. C'est incroyable. Ouais. Et le mindset il est complètement différent. Tu vois, c'est des guerriers les gars, quoi. Ouais. Ils ont envie d'y aller, d'aller discuter avec toi. Il n'y a pas les mêmes barrières sociales qu'il y a en Europe aussi. Et la discussion, elle se fait de manière beaucoup plus simple et avec une capacité d'adaptation qui est hyper rapide. Comme il disait Iban, les gens, je pense qu'en Afrique, par exemple, c'est des as de la crypto aussi. Par exemple, pour hacker les banques et pas passer par leurs monnaies qui sont dévaluées, etc.
ils arrivent là-dessus. Le e-commerce fonctionne super bien. Enfin, il y a plein de sujets qui sont passionnants en Afrique. Et je pense qu'il y a surtout les profils sur lesquels tu tapes, ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion, au business et à l'adaptation que ce qu'on a en Europe, où maintenant tu vois, on est un peu plus frileux et moins dans ce type de dialogue. Mais je sais pas ce que tu en penses, Iban, toi qui as habité aussi longtemps au Sénégal, par exemple. C'est vrai que vu que ces campagnes-là sont moins fréquentes aussi, je pense que les gens se sentent peut-être moins harcelés, peut-être par ces moyens-là. Après, le contact, la prise de contact est de manière générale, c'est vrai que peut-être plus facile en Afrique, ça c'est certain. Et après, encore une fois, voilà, il faut vraiment les choses varient d'un pays à un autre. C'est vrai, ça c'est vraiment différent. Donc ça c'est vrai que c'est à prendre en compte. Mais voilà, après il y a des choses qui se font et ça bouge. Aujourd'hui, quand tu regardes dans le monde de la tech en Afrique, il reste quand même encore très centré sur des fintech. Bon, justement, tu disais, il y a l'aspect crypto-monnaie, il y a l'aspect mobile money. Aujourd'hui, en Afrique, tout le monde paye avec son téléphone, quoi. Alors que, tu vois, en France, bon, c'est pas encore le cas, tu vois. Aujourd'hui, Sénégal, le Orange Money, tout le monde utilise ça, quoi. Donc, il y a plein voilà, il y a des choses qui sont différentes et il faut les prendre en compte et c'est ça qui est intéressant. Mais nous, aujourd'hui, tu vois, chez Fleety, on a 85%, je pense, de nos équipes qui sont soit au Sénégal, beaucoup au Sénégal, hein, clairement. Et le gros avantage qu'on a, bon, déjà, c'est qu'on a une super équipe, mais en plus, c'est qu'elle est très cosmopolite. Et j'insiste là-dessus, c'est que vraiment, on a de super personnes qui viennent d'un peu partout. La différence, c'est la différence. Ouais, et ça, c'est une vraie richesse parce que ça nous permet aussi d'appréhender tous ces aspects culturels qui sont différents avec toutes les personnes de l'équipe qui apportent leurs idées, leur connaissance aussi des différents marchés, des façons de faire. Et pour nous, c'est hyper important. Donc ça, c'est vrai que c'est une des grosses forces de Fleety aujourd'hui, c'est que c'est son équipe et les profils qu'on peut avoir dans l'équipe. Ouais, carrément. Voilà. Et vous travaillez en français juste tout le monde est francophone ou... Alors, on a une partie des équipes qui travaillent en français et par exemple, notre l'équipe tech et produit a choisi l'anglais. Ok. Et voilà, alors que au final, quasiment tout le monde est francophone. Tout le monde est francophone en fait aujourd'hui dans la boîte. Mais par contre, on travaille avec des clients anglophones, notamment sur le Ghana. Ok, hyper intéressant. Et juste après les futurs leviers que vous voulez consolider, parce que là vous allez itérer sur la partie outbound, aller chercher du lead via prospecting peut-être ou les mails là comme vous avez bien fait. Et après la partie inbound, vous la voyez comment? Vous la voyez avec des ads, vous la voyez des ads en retargeting soit sur LinkedIn ou sur Facebook, j'en sais rien. Comment vous pensez construire ça comme ça? Vas-y, Johan. Non, là on va essayer de mettre beaucoup plus d'intensité sur les réseaux sociaux, je pense. C'est important d'être plus rigoureux là-dessus. Dans le contenu aussi, on a beaucoup de contenu qui doit sortir, notamment des retours clients, faire de l'emailing pour essayer d'être là plus présent dans le newsletter, je veux dire. Mais en ads, je sais pas. Pour l'instant, Iban, j'ai pas. Non, pour l'instant, tu vois, je dirais presque les ads sont la conséquence d'un contenu qui n'est pas au niveau. Et en fait, si vous commencez à parler, parce que là, tu vois, des boîtes comme la vôtre, sans déconner, hein, qui soient déjà aussi à l'international comme ça et qui ont autant de valeur obvious par rapport au produit, c'est avec une communication bien faite, t'as pas besoin d'ads. Ouais. Je pense qu'on a un gros travail à faire autour d'abord de la communication, autour de notre marque, de notre développement et de où on veut aller, clairement, parce que il y a plein de belles choses qu'on peut faire autour du produit Fleety. Donc ouais, je pense que c'est la première étape qu'on voit en tout cas sur les ads et de discussions que j'ai eues effectivement avec des amis qui sont bien plus calés que moi en marketing. C'est le discours qu'ils m'ont tenu aussi et ils m'ont dit que pour l'instant, il valait mieux que je me concentre sur ça et avant de mettre du budget et que ça coûtait d'ailleurs très cher et que c'était pas forcément le c'est clair. Par exemple, si tu vas sur du LinkedIn, mon gars, mais tu vas te retrouver à 1,50 € le CTR, 2 €. Enfin, c'est insane.
Et ça va même pas te rapporter de lead generation. Au début, tu vois, tu vas itérer les différents ciblages et tout. Mais alors que si tu fais sur de la com sur TikTok, tu vois, nous, en 3 mois et demi, on a 40 000 abonnés. Et on n'a pas non plus abusé, si tu veux pousser le truc. Et vous, sur un produit comme le vote, ben, c'est pareil. Tu trouves une bonne verticale où nous, on fait des tutos d'outils, tu vois, par exemple. Et tu trouves une verticale et après, ça explose de manière exponentielle. Et même quand on produisait plus de contenu pendant 2 mois, en fait, on est passé de 30 000 à 40 000. On a gagné 10 000 abonnés, mais juste avec du contenu qui tournait avec l'algo en solo, tu vois. Tu faisais rien. Et ça, tu vois, TikTok, c'est incroyable. LinkedIn, c'est incroyable. Moi, je suis passé là, tu vois, là aujourd'hui à 14 000 abonnés en total en 8 mois à peu près. En 8 mois, j'avais rien du tout avant. Et c'est incroyable la portée que tu peux avoir. Et toucher du B2, exclusivement tes clients si tu utilises des outils comme Prospecting, par exemple. Parce que finalement, les gens qui rentrent dans ton réseau, c'est tes clients. Et quand tu fais un 15 000 vues et que c'est que tes clients, mais c'est insane, les retours économiques. C'est clair. Totalement. C'est vers là qu'il faut qu'on grave. Tellement de trucs à faire, les gars. J'ai hâte de voir la suite et ça fait trop plaisir d'avoir une boîte comme vous juste à côté. On voit Estia de la baraque, là. Ouais. Cool. Non, c'est cool. Écoute, moi, je vais devoir bouger là. Je t'avais dit parce que j'ai un autre rendez-vous. Juste, bon, déjà, merci d'avoir pris le temps. J'espère qu'on vous a quand même donné des petits insights intéressants. Nous, de notre côté, dans les next steps, on voulait juste faire passer un petit message. On ne sait jamais, c'est qu'on va devoir recruter un dev full stack là. Donc, on ne sait jamais. Mais si autour de vous, vous entendez, plutôt quand même assez senior. Nous, on est sur du Ruby, Ruby on Rails en back, JS React en front. Du coup, voilà. Si quelqu'un peut être tenté par cette aventure qui est clairement à cheval sur 2 continents, sur le Pays Basque, sur les différents pays en Afrique, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire. Et ensuite, on prépare nous notre levée de fonds d'ici fin d'année a priori. On commence tout juste à bosser dessus. Et si tu veux, moi j'ai des contacts aussi, notamment le wagon qui forme en Ruby on Rails. Il y a des profils qui sont sortis il y a quelques années qui sont lourds. Ben nous, notre lead dev Nina aujourd'hui, c'est une ancienne du wagon. Enfin, elle était déjà dev avant, il y a le wagon derrière et ouais. Vas-y, je te fais une passe avec Bertrand Bussac, le directeur du wagon Bordeaux. Il est lourd là-dessus. Il y a Alexandre, il demande Alexandre, oui, je vois qui c'est. Il demande si vous avez une page recrutement parce qu'il fait partie d'une communauté de dev. Ok, on a une fiche de poste, mais on n'a pas la page recrutement. On est en train de la faire sur le site. Mais je t'envoie un truc, Alexandre. Je t'envoie là. Parce que là, vous avez trouvé facilement, je pense. Ça devrait le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un dernier truc, peut-être, Iban, si tu as 2 secondes. Pourquoi tu es allé en Afrique pour monter ta boîte? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, j'y suis allé parce que c'était mon premier job, première opportunité et qu'elle était assez dingue à mon âge. Et ensuite, parce que je suis déjà tombé assez amoureux du continent et que je vois en fait qu'il y a un potentiel énorme. Et je pense qu'il n'est pas encore forcément perçu. Alors, vue d'Europe, on se dit il se passe quelque chose en Afrique, etc. On sait pas trop quoi, mais apparemment, c'est le continent de demain. Mais non, ça l'est carrément. Il y a une jeunesse qui pousse à fond, qui est ultra dynamique, qui a envie de faire des choses. Et du coup, c'était passionnant d'être dans cet écosystème-là. Et j'ai eu cette chance d'y être à ce moment-là. Et du coup, maintenant, c'est feu, tout chou, c'est on avance en Afrique avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, quoi. Ah mais mec, moi je pense, tu vois, nous on a un Togolais dans l'équipe qui s'occupe justement qui est à TikTok, c'est lui qui a fait, tu vois, les 40K. Et vivement qu'on ait un pied en Afrique, peut-être au Togo, on verra, Ojalá. Et vivre la vie parfaite pour moi, c'est Afrique Euskaleri. Elle est pas mal cette vie-là. Elle est pas mal quand même. Ce partage entre les Basques et là-bas, c'est sympa. Yes. Bon, les gars, je vous dis au revoir. Je vais peut-être juste voir s'il y a 2-3 questions, s'il y a des gens qui ont des questions, mais je vais dire simplement, merci d'avoir pris le temps aussi avec nous et j'espère vous voir en vrai rapido parce que ça fait chier ce Covid. Il faut qu'on passe carrément. Donc venez à la baraque, on se boit des bières. J'ai des chauds dans le garage. On a beaucoup. Parfait, on va s'organiser ça. Merci à tous. Merci Ivan. Ciao. Agour et taïkou sarté, bye. Bye. Il y en a qui ont des questions pour Johan?
S'il y en a qui ont d'autres questions, profitez-en, sinon on est bien. Hein. Je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin aussi. On sait jamais. Mais putain, merci mec, c'était top, franchement. Ouais, c'était cool. Hyper quali. C'était bien d'insister sur les apprentissages en vrai. C'est un truc, je devrais faire limite une track comme ça, type. Mais ça serait chiant, je pense. C'est mieux de rester libre et non, moi j'ai hâte de voir la suite chez Flitty, comment ça se passe. Et puis toi, du coup, tu pars dans 2 semaines. Yes, c'est ça, ouais. Ouais. Putain, tu peux quand même avec le Covid? Bah, on verra. C'est ça que j'ai pas trop clair, mais ouais, c'est le plan en tout cas. Ouais. Putain dur. Tu pars de Barcelona ou... Non,